Très bien, le moment est venu pour moi de répondre à vos questions aux questions que vous m'avez posées ces derniers 6 mois. Et je pense que c'est un exercice qui sera le dernier que je vais faire dans cet ordre-là. Je pense que vous en avez eu suffisamment des réponses. Comme vous savez, je réponds toujours. Mais c'est un exercice qui prend beaucoup de temps et je pense que les années à venir ne nous laisseront plus ce temps. Donc c'est, je pense, la dernière fois que je répondrai à vos questions. Alors, commençons. Première question. Euh, Pourquoi as-tu choisi un nom de plume? Alors, c'est une question que j'ai vue traîner à travers les réseaux au fil des années. Et, euh, et je pense que déjà poser la question, c'est montrer un quotient intellectuel assez bas. Parce que personne ne pose la question à Johnny Hallyday pourquoi il s'appelle Johnny Hallyday et pourquoi il ne s'est pas mis sur scène avec son nom qui est Smet. On appelle un nom d'artiste ou un nom de plume, c'est quelque chose de tout à fait courant. Il n'y a rien à cacher. Les gens savent que sur mon profil Wikipédia, tout y est. Simplement, le choix d'un nom de plume, c'est pour faire une séparation entre une activité qui est intellectuelle, artistique, si on veut, l'écriture est par définition artistique, et bien sûr, donc une différence avec la vie privée que l'on peut avoir et à laquelle on n'a pas envie d'immiscer sa famille ou ses proches, etc. Et donc c'est un choix tout ce qu'il y a de plus banal, tout ce qu'il y a de plus normal et plus courant. Donc poser la question, c'est déjà montrer qu'on n'a pas vraiment une connaissance de ce que ça veut dire la vie. Enfin, c'est un peu normal. Maintenant, pourquoi San Giorgio par rapport à Bitambois ou Himmler, qui étaient disponibles, hein, personne les utilise, eh bien, c'est parce que, pour la petite histoire, c'est que San Giorgio est le village de naissance de ma maman. Et donc, c'est un lieu où j'ai une attache, une attache sentimentale, et qui sonnait bien, et qui sonne mieux comme nom d'auteur. Je tenais à avoir un nom italianophone, puisque je voulais pas aller trop loin de mes racines profondes. Donc, par exemple, Bitambois, ça aurait fait trop français, Pierrot Bitambois, ou Julien Bitambois, ça aurait fait un nom un peu bizarre, étrange, je ne me serais pas reconnu. Là oui. Et puis, Adolf Himmler, ça correspond pas à mes pensées politiques. Et puis, je connais mal, je suis pas très germanophone, germanophile. Bon, ça aurait pas été non plus. Donc, ce fut ce choix. Et puis, Saint-Georges, patron de l'Angleterre, de la Russie, et également un personnage mythique ou historique, ça dépend de ce que l'on croit, tout à fait intéressant, et qui sait peut-être qui aura besoin de se réincarner de plus de manière que l'on ne pense dans les années à venir. Et donc ce choix, enfin, c'est cela qui a guidé mon choix. Voilà, c'est tout simple. Alors, question suivante. Si tu étais président de la République en France, euh, quels seraient tes choix? Alors, je ne serai jamais président de la République, ni en France, ni ailleurs. Et je n'aurais aucune envie de ce métier de merde, d'une part. Et je crois pas qu'on va changer les choses par la politique. Je pense qu'on peut les influencer un petit peu, mais je crois que c'est trop tard. Je l'ai déjà dit de nombreuses fois. Maintenant, si vous insistez et si vous me faites le chantage ou vous m'obligez d'être président en France ou dictateur, parce que c'est ça, hein, sinon ça ne m'intéresse pas, dictateur général, président timonier céleste, parce que vous avez menacé je sais pas, le Cervin ou avec des armes nucléaires du plateau d'Albion, ou si
vous avez kidnappé l'horloge fleurie de Genève et que vous menacez de ne pas la rendre si je ne me prête pas à ce travail ingrat, bien, eh bien voilà ce que je ferai. Tout d'abord, je ne resterai qu'une année. Et les mesures que je prendrai ne s'appliqueraient que pendant un an. Et pendant cette année, la première chose que je ferai, c'est que je quadruplerai l'effectif et les budgets de la police. Je multiplierai également par 4 les budgets de la défense nationale, et en plus par 10, donc multiplier par 10 les effectifs et les budgets de l'infanterie française, de l'armée française, de l'armée de terre française. Donc ça c'est une première chose. Donc là il y a déjà un coût. Le financement de cette activité se ferait par ces deux choses suivantes. Premièrement, une taxe de 10% sur toutes les entreprises. Donc toute entreprise en France paierait un 10% de base sur toutes ses activités. Toutes. Donc, très simple. Flat tax, très simple, aucune gestion, c'est comme une TVA, c'est directement financé. 10% de toute activité commerciale en France serait vouée à financer cette augmentation des budgets de sécurité et militaire. Vous allez voir, hein, c'est vraiment une toute petite chose au début. Deuxième chose, c'est que seraient taxées les importations de manière très très simple. Droit de douane, tout simple, pour tous les produits qui sont hors saison ou qui représentent plus que plus de 1000 km de distance du lieu de leur production. Et là, il faudrait mettre une taxe de douane de 100 ou 200 ou 300% de la valeur de ce produit, ce qui limiterait déjà pas mal d'importations hors saison pour les produits agricoles ou lointaines. Troisième et dernière taxe de financement, ce sont les produits de luxe, liste à définir, voitures de sport, fourrures, que sais-je, bijouterie, etc., taxées également à 100 ou 200% de leur valeur. Ce sont les seules et uniques taxations qui seraient à mettre en place pour financer la dépense militaire et finalement de l'État. Ceci étant fait, suppression totale et définitive, en tout cas, vous allez voir jusqu'à quand, totale et définitive de tous les impôts, impôts sur le revenu, impôts sur les fortunes, taxes diverses et variées, TVA, suppression totale et définitive de tous les impôts. Pourquoi? Parce que l'argent que vous gagnez et que vous possédez, c'est le vôtre. Et l'État n'a pas à mettre ses doigts griffus dessus. Alors vous allez me dire, mais l'État n'a plus d'argent. Exactement. Et nous allons ainsi supprimer l'État. Suppression totale et définitive de l'État. Tous les fonctionnaires, sauf sauf évidemment les militaires et la police et donc la gendarmerie, tous les autres fonctionnaires, tous, 100%, virés tout de suite. Un mois de salaire, 2 mois de salaire, 3 mois de salaire, peu importe, virés immédiatement. Plus d'éducation nationale, plus de rien. Tous les organes de l'État productif privatisés, 100%. Ce n'est pas le rôle de l'État de soigner les gens, de faire de la télévision, de faire de la radio, d'avoir des parts dans des avions, dans des bagnoles, 100% éliminé. Donc, également, puisqu'il n'y a plus d'État, élimination immédiate et totale de toutes les allocations de toutes sortes, de la sécurité sociale, de l'assurance maladie, etc. Tout cela devient privé. C'est-à-dire, s'il reste de l'argent dans des caisses pour l'assurance maladie, ils sont transférés et sont privatisés, et l'entreprise qui doit gérer ça, eh bien, elle doit gérer ça de manière rentable et doit convaincre les gens de leur donner l'argent, et libre concurrence totale, puisqu'il n'y a plus d'impôts, il n'y a plus de taxes, il n'y a plus de prestations de l'État d'aucune sorte. Donc là, il y a aussi beaucoup de gens qui vont quitter la France parce que ça ne sert à rien d'être ici en tant que parasite, puisqu'ils toucheront rien, donc ils iront ailleurs. Donc ça, élimination totale de l'État, sauf donc l'organe de sécurité, puisque c'est la seule chose à la limite que l'État ne peut pas privatiser, c'est-à-dire la sécurité et la défense du territoire. Donc ça, c'est une chose de base qui peut se faire en quelques heures, très vite organisée, et puis c'est tout.
Ensuite, donc j'ai parlé des taxes. Voilà, petite exception, la seule chose qui pourrait éventuellement rester à l'État français, c'est sa structure de diplomatie. Donc, puisqu'il y a la défense, associé à la défense, la diplomatie. Mais à part cela, immédiatement, donc suite à ces réformes, la France devrait, à mon avis, devenir immédiatement un pays neutre qui, qui donc sort de toutes les alliances du type OTAN, etc. Ce qui fait que normalement, à ce moment-là, le président de la République qui décide ça se fait assassiner, mais bon, on va dire que c'est un scénario humoristique de fiction. Toutes les bases françaises dans des pays étant non territoriaux, qui ne soient pas du territoire français, sont immédiatement fermées, que la Côte d'Ivoire se démerde toute seule, que Djibouti se démerde toute seule, et donc les forces et les troupes françaises sont immédiatement rapatriées. De toute façon, il n'y a plus les budgets pour faire autant de choses. Et donc rapatriement des forces armées, politique de neutralité totale, cessation de toutes les guerres en cours et armistice avec tous les combattants, avec toutes les forces ennemies à travers le monde. Je vous rappelle que la France est en guerre avec plusieurs entités à travers le monde. La guerre, si la France doit se défendre, elle se défendra sur son territoire, mais pas sur le territoire des autres pour l'instant. Donc cessation des bombardements, cessation des bases externes, etc. Ensuite, on va travailler un petit peu sur l'intérieur du pays. Mise en place pendant une année de la peine de mort pour les crimes suivants: meurtre, viol, vol, euh, escroquerie, corruption et donc tentative de corruption, ce qui éliminera déjà une grande partie de la classe politique, et je ferai cette peine de mort contraire à tous les principes de droit, applicable de manière rétroactive sur les 40 dernières années, avec évidemment confiscation des biens des condamnés, avec un système de tribunal accéléré, procédure accélérée, mais avec un jugement, avec le droit à la défense, avec le droit bien sûr Mais ceux qui ont déjà été condamnés pour tout cela dans les 40 dernières années, ils y passent. Alors vous allez me dire, ça fera des millions de personnes. Oui, et donc c'est pour ça qu'on a multiplié l'infanterie et la police et tout cela. Alors vous allez me dire, ça va faire cher la guillotine. Pas de guillotine. On accroche les condamnés deux par deux, dos à dos avec leurs mains, via un vieux système républicain d'ailleurs. Euh, et on les jette dans les premières rivières qui se trouvent, ce qui permet en plus à ceux qui sont capables de survivre à la noyade d'être graciés, mais il n'y en a pas beaucoup en général, et donc ça fait déjà de la place, hein, ça fera pas mal de place. Ce qui implique ensuite suppression des prisons. Pourquoi mettre les gens en prison? Si les crimes que j'ai décrits, qui sont des crimes graves, que les personnes sont condamnées, ben, elles sont condamnées à mort. Si en revanche ce sont des petits crimes, j'hésite à mettre le vol hein, avec peine de mort, mais bon, quand même. Si ce sont des petits crimes, comme par exemple taguer un mur, ou des incivilités, ou vol par exemple, à ce moment-là, simplement pas de prison, mais punition corporelle en fonction de la gravité, entre 10 et 100 coups de bâton. Voilà, je pense que ça calme assez bien les gens, ça coûte pas très cher, et là aussi, bah, pourquoi ce serait à l'État de mettre les gens en prison? Voilà, point. Soit c'est un crime grave et on élimine le criminel, soit c'est pas un crime grave et on peut juste le taper et ça va très très bien, il apprendra très très vite. Alors j'en suis où? Donc sécurité c'est fait, j'ai pris quelques notes quand même pour pas que j'oublie les éléments importants. Donc voilà, donc j'ai dit élimination des impôts, donc vous êtes tous beaucoup plus riches. Euh, alors on arrive à l'économie, alors ensuite mesure économique principale, une fois qu'on a fait tout ça, une fois qu'on a privatisé et qu'on a éliminé tout ce truc de l'État qui sert à rien, et qu'il y a énormément de gens qui tout d'un coup doivent bosser pour vivre, on va faire deux choses intéressantes. La première chose, c'est on sort de la zone euro, on remonte à un franc français basé sur cette vente, ces privatisations qui ont été transformées en or. Donc on crée une nouvelle monnaie basée sur l'or, base or, donc c'est à ce moment-là que normalement les États-Unis vous bombardent. Mais enfin, voilà, création d'un nouveau franc basé sur l'or et dont une banque euh, centrale de 3 employés, je veux dire, à la limite, oui, il faudra que l'État ait quelques dépenses. Mais en gros, 3 employés sont responsables de
la création monétaire basée sur la richesse réelle du pays, qui est en France immense, et donc de créer une monnaie qui est reconnue parce que basée sur l'or. Donc quelque chose de tout à fait. Donc il n'y aura pas des gens qui peuvent refuser le franc français puisque il est convertible en or. Et certes, le pouvoir d'achat des Français va fortement baisser, mais comme déjà ils ont un peu plus d'argent et que surtout il n'y a plus, il y a plus de charges sociales, il n'y a plus de charges patronales, tout cela devient privé. C'est-à-dire que par exemple, si vous êtes un employé d'une entreprise, je précise juste pour dire que ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de sécurité, il n'y a plus de filet de sécurité sociale. C'est simplement il est privé. C'est-à-dire que si un employeur a envie d'employer des bons employés, il va dire, eh bien, si vous venez bosser chez moi, je vais créer un fonds dans lequel je vais mettre, je sais pas, 10% de votre salaire, dans lequel je vous encourage à mettre également 10% de votre salaire, et ce fonds deviendra votre fonds retraite, etc. Et donc on va créer cela. Et comme on a privatisé la retraite, c'est des entreprises privées qui vont vendre leurs super services et leurs rendements aux retraités et aux assurés pour les assurances maladie. Et éventuellement, vous pouvez prendre une assurance chômage en disant, voilà, je prends le risque. Et donc l'assurance peut aussi dire, non, toi, t'as jamais bossé de ta vie, je te prends pas parce que t'es pas capable de bosser, donc je veux pas que tu prennes... Ou alors, la prime d'assurance est très très chère. Mais laisser les forces de l'offre et de la demande et du marché et des statistiques gérer cela. Vous allez voir, il n'y aura plus de trous hein, dans ces caisses privées. Une fois que c'est privé, c'est rentable. Voilà, donc j'ai dit, on supprime toutes les allocations de toutes sortes. Donc il n'y a plus de RSA, il n'y a plus de RMI, il n'y a plus de SMIC. Chacun se vend à sa valeur et ça va aller très très vite. Euh, Dernière petite chose à faire, c'est la suppression de la République française. C'est-à-dire que maintenant, ça ne s'appelle plus la République française, ça s'appelle la France. Et une suppression immédiate de la citoyenneté pour tout le monde. 100% des gens ne sont plus citoyens. Alors vous allez dire, tu vas devenir dictateur. Je suis déjà dictateur. Mais pendant une année, voilà ce qu'on va faire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de Français. Il n'y a plus de citoyens de République française, celle-ci n'existe plus. Vous avez toujours votre passeport qui vous permet peut-être d'avoir des visas pour aller visiter un pays par-ci par-là. Libre circulation des personnes garantie, ouverte. Moi, je suis pour ouvrir les frontières. C'est-à-dire, si quelqu'un a envie de venir en France et pas toucher de RSA, si quelqu'un a envie de venir en France et pas pouvoir subvenir à ses besoins, et s'il croit que venir en France pour voler, il va se prendre 100 coups de bâton, moi, je peux vous dire qu'il n'y aura plus personne qui va venir. Donc, il n'y a plus besoin d'avoir... En revanche, il faut des douanes, il faut des frontières qui contrôlent, mais ouvertes. Quand il y a des biens qui passent, comme on l'a dit, on les taxe, pas tous, mais des biens de luxe, des biens qui viennent de très loin, et des biens qui sont hors saison. C'est-à-dire que la tomate qui arrive d'une serre marocaine en plein hiver, elle va être taxée. Donc très vite, les gens ne pourront plus l'acheter, ne voudront plus l'acheter, et les Marocains vont plus vouloir la vendre en France parce que ils la vendront de moins en moins, c'est trop cher. Et donc ça développe de fait le terroir, et ça va développer forcément, et ça va redonner un souffle à l'archéologie, non, à l'agriculture française, qui donc deviendra finalement un secteur stratégique d'une manière très très simple. Et tout ça avec 14 fonctionnaires, enfin plus les douaniers, mais ça fait partie des douanes, ça fait partie des forces militaires que j'ai multiplié par 10, rappelez-vous. Bon, c'est le seul endroit où on augmente les dépenses. Pour le reste, la recherche, tout ça, ça peut être privé pour l'instant. En tout cas pendant une année. Alors, ensuite vous allez me dire, oui, mais il n'y a plus de français. Je dis, ouais, il n'y a plus de français. Sauf que là, on va créer, vous avez toujours votre passeport français, mais qui vous donne aucun droit particulier, ni aucun avantage particulier. Et c'est là où on va mettre en place la chose suivante, c'est-à-dire qu'on va redéfinir ce que c'est qu'un citoyen, une citoyenne française. Et ça, on va faire ça avec des points. C'est-à-dire qu'on va dire, par exemple, il faudrait définir ça de manière précise, mais il faut obtenir 50 points pour être un citoyen français. Donc là, tout le monde part à zéro. Tous les gens qui sont en France, y compris les dom-toms, etc., ils repartent à zéro. À ce moment-là, on va dire, pour obtenir ces 50 points, voici une liste de comment obtenir des points. Si un de vos grands-parents est français, vous avez 10 points. Donc si 4 de vos grands-parents français, vous avez 40 points. Donc vous y êtes presque. Si vous savez lire et écrire et compter correctement en français, donc ce qui vous motive, même s'il n'y a plus l'éducation nationale, ce qui vous motive à envoyer vos enfants et aller à l'école, etc., peut-être que vous gagnez 5 points. Si vous êtes né en France, vous avez 1 point.
Si vous avez fait votre service militaire en France, 10 points. Vous allez me dire, il n'y en a plus. Bah, il fallait le faire. Ou alors, il faut être passé par les forces armées, ce qui est une manière de valoriser les gens qui ont donné et risqué leur vie pour la défense du pays. Donc on peut imaginer quelques manières d'avoir des points, mais pas beaucoup. Donc vous voyez, typiquement, 4 grands-parents, vous savez lire et écrire et vous avez été sous les drapeaux, ben vous êtes citoyen. Vous n'avez pas été sous les drapeaux, mais vous avez quand même 4 grands-parents. Et on peut dire que par exemple, si vous avez commis un acte d'héroïsme parce que vous avez sauvé les mecs comment il s'appelle, à Hyper Cacher, ben on vous donne 5 points. Et on peut imaginer 2, 3 petits autres moyens d'avoir, si un de vos ancêtres par exemple, a combattu pour la France, on peut vous donner encore 2, 3 points. Si un de vos enfants est mort à la guerre pour la France, on vous rajoute encore 2, 3 points. On peut imaginer un panachage qui fait qu'une partie de la population va pouvoir être à ce moment-là vraiment citoyen et citoyenne française. Et donc c'est un système très très simple. Là aussi, temporairement, il faudra avoir un tout petit peu de fonctionnaires pour faire cette définition, mais après c'est très très simple. Et c'est très très peu coûteux. Et à ce moment-là, une fois qu'on a défini les quelques millions de personnes qui sont des citoyens français en France, avant même de décider est-ce qu'on renvoie des gens dans leur pays, moi ça, à la limite, c'est pas... même si j'étais français, ouais, ça m'intéresserait, mais qui je suis pour prétendre avoir raison sur le tout. Mais une fois qu'on a simplifié, une fois qu'on a remis ça, une fois qu'on a transformé le pays comme une feuille blanche vierge dans laquelle on peut écrire, et qu'on a enlevé toutes les saloperies, tous les criminels, qu'on les a éliminés physiquement, et qu'on a ensuite rendu simple, donc j'ai oublié de dire, à part les lois que je viens de vous expliquer, qui tiennent sur une page A4, on élimine tout. On élimine le code pénal, on élimine tout le code de procédure, on élimine les... Il n'y a plus d'impôts, donc il n'y a plus de loi, il n'y a plus besoin des fonctionnaires, il n'y a plus besoin du ministère des Finances, il n'y a plus rien. Vous imaginez l'avantage, le manque de... En plus, il n'y aurait plus les fonctionnaires pour faire bosser, parce qu'ils ont été exécutés. Donc, vous imaginez l'immense souffle de renouveau. Et à ce moment-là, les citoyens qu'on vient de redéfinir avec le système à barème, ce système à points, eh bien, ces citoyens se réunissent, je m'en vais, on nomme Étienne Chouard comme grand sage, emplumé premier, grand constitutionnaire, gestionnaire de la constituante, et tous ces nouveaux, donc, et un faible nombre, peut-être qu'il n'y aura que 20-30 millions de citoyens en France avec mon barème, et c'est très bien, eh bien, ces 20 ou 30 millions de Français, qui sont des vrais Français maintenant, des nouveaux Français selon mon explication, eh bien ces gens vont tirer au sort une assemblée constituante et mettre en place la nouvelle constituante, puisque l'ancienne, évidemment, elle a été brûlée, et toutes ces conneries, droits de l'homme, toutes ces merdes. Et donc, à ce moment-là, vous avez le moyen, de manière totalement démocratique, enfin, populaire, de définir ce que va être votre pays et donc de lui donner la direction future. Et à ce moment-là, c'est à vous de choisir. Si vous êtes super débile et que vous reconstituez à nouveau une immense organisation bureaucratique, des lois pléthoriques et infernales, eh bien, tant pis pour vous, c'est que vous n'avez rien compris et vous allez crever la lente mort dans laquelle vous êtes déjà en ce moment. Et si en revanche vous avez compris que la simplicité, la responsabilité des citoyens fait en sorte que d'ailleurs la sécurité, puisqu'encore une fois on a commencé par renforcer la sécurité, elle va même pouvoir être garantie par simplement la responsabilité des gens, et donc il y a une motivation, encore une fois, il y aura une motivation pour être citoyen de défendre son pays, etc. Voilà, c'est tout simple, je veux dire... tout simple. La prochaine fois, je vous explique comment on résout en 5 minutes le conflit israélo-palestinien. Vous allez voir, c'est rapide. Donc voilà. Et donc, après une année, j'arrête. Et je vous le fais en plus, ce métier, à la limite, bon, vous m'avez obligé à le faire, si on imagine dans une uchronie. Je vous le fais gratos, je ne demande aucun salaire. La seule chose, c'est que je souhaite qu'à l'Élysée, où je bosse, bon, c'est un peu moche l'Élysée, mais tant pis, comme seul salaire, comme seule compensation, je demande à ce que les actrices porno françaises, ainsi que les plus jolies amatrices de Jackie et Michel,
viennent tous les soirs me rendre visite parce qu'il faut quand même reposer un petit peu le guerrier après éliminer tout ce bordel qu'il y a chez vous en France. Mais comme vous avez des jolies femmes, au moins je veux cette compensation et la seule raison c'est parce que j'aime bien. Voilà. Donc partout, tous les soirs à l'Élysée et comme ça je partage avec les potes, vous pouvez venir, les bons amis, au moins ça peut être sympa. Bref, donc voilà les premières réponses à votre question. Et normalement, ça devrait vous faire passer l'envie que je sois président dictateur, timonier céleste de la France. Je suis très content de rester en Suisse et pas de faire politique. Alors, on continue sur les questions. Alors, cette année, très peu de questions débiles sur le judaïsme, etc. Mais il y en a quand même une. Elle m'a fait rire, donc je vais la sortir. Est-ce que c'est vrai que tu es sioniste et que tu es un lointain cousin de Carla Bruni Sarkozy, qui est aussi juive italienne? Alors, je ne sais pas si elle est juive italienne. Je suis même pas sûr qu'on sait qui est son père. Une sombre histoire de bourgeois, bref. Et donc non, non, je suis pas cousin de Carla Bruni Sarkozy. Sa sœur est assez mignonne, hein, sa sœur. Mais non, je suis pas cousin. En revanche, je suis cousin assez lointain d'Émile Zola. Et oui, c'est des familles d'ouvriers italiens du côté de ma grand-mère paternelle. Voilà, comme quoi, j'ai des cousins, mais non, ni sionistes. Sioniste, j'ai déjà expliqué une fois que, à mon avis, ça veut plus rien dire aujourd'hui, que c'est une sorte de fourre-tout qui n'a plus aucun sens. Donc voilà, c'était la question du sionisme de l'année. Donc il y en a toujours, c'est rigolo. Alors, passons un petit peu d'autres questions. Vous allez voir, il y en a des très intéressantes. Alors, une autre question. Pourquoi vous n'avez pas fait votre trêve Internet comme vous l'avez indiqué il y a une dizaine de jours? Eh bien, parce que la chair est faible, parce que il y a eu les attentats de Paris, et que donc il y avait quand même deux, trois choses intéressantes à dire, et puis que peut-être je suis trop accro encore à cette communication. Mais comme je l'ai déjà annoncé, je vais réduire, d'ailleurs j'en profite, pour annoncer que je vais significativement réduire en 2016 ma présence sur Internet. Et normalement, également ces vidéos, j'en ferai qu'une par mois à peu près. Et donc vous allez me voir un peu moins. Et en fait, c'est pas parce que j'en ai marre, finalement j'ai réfléchi, c'est parce qu'en fait j'ai envie, d'une part c'est parce qu'à mon avis les carottes sont cuites et qu'on s'approche du moment fatidique où peut-être ça va être plus violent, vous allez voir d'autres questions qui touchent ce sujet, mais aussi parce que je crois que c'est à vous de faire le boulot. C'est à vous de faire le boulot, c'est à vous de parler, c'est à vous de prendre la parole, c'est à vous de... je sais que vous êtes en train de le faire. À travers le monde, on voit qu'il y a des changements qui sont en train de se mettre en place. Je pense que c'est trop tard, mais que ça permet de rassembler quelques personnes à des moments importants, à des moments clés. Et puis peut-être parmi vous, il y a John Connor, le futur roi, qui unira les bases autonomes durables et leurs habitants une fois la catastrophe ou pendant la catastrophe qui arrive. Et donc c'est à vous de faire le boulot. Donc je vais un peu hum, prendre un peu une position un peu moins présente, moins de premier plan. Encore que c'est pas du tout un premier plan, c'est pas parce que je fais des vidéos que il y a que quelques dizaines de milliers de personnes qui regardent chacune de mes vidéos. C'est rien dans l'immensité de ce qui se passe. Je n'ai aucune influence à part sur quelques individus et c'est déjà pas mal. Alors, question suivante. Je suis chrétienne biblique, donc ça veut dire born again, c'est ça, un truc comme ça, ou protestante. Est-ce que ton obsession du survivalisme ne vient pas d'une peur de mourir qui vient de ton athéisme et du fait que tu ne crois qu'au monde terrestre? Alors, c'est beaucoup d'assomptions. Alors, je n'ai pas l'impression d'être obsédé du survivalisme, j'ai pas mal d'autres obsessions. Mais le survivalisme est en fait une activité que j'associe avec le fait d'être un citoyen et un père de famille responsable. Ensuite, je ne suis pas athée, je suis agnostique ou théosceptique, c'est-à-dire que je ne pense pas qu'il y ait des divinités telles qu'elles sont expliquées par ce qu'on appelle les religions monothéistes révélées. Je pense qu'en à peu près 5 minutes, une personne d'un quotient intellectuel normal démontre que ce sont des trucs imaginés et inventés.
Et si c'est possible de ne pas me tuer pour dire ça, ce serait appréciable. Après, je ne crois pas qu'au monde terrestre. Si vous saviez les expériences que j'ai eues, plutôt récentes, avec ce que j'appelle le autre chose, je pense qu'il y a d'autres choses, mais que ce autre chose, ce n'est pas un mec dans le ciel vengeur et euh, génocidaire comme le Dieu des Juifs ou le Dieu de la Bible. Ce n'est pas un Dieu qui envoie son Fils prôner, encore ça je crois que ça a été mal compris, prôner la soumission et la paix euh, avec des textes qui ont été mis en place 300 ans plus tard au congrès de Nicée pour servir l'Empire romain et le clergé en devenir. Et je ne crois pas que c'est aussi un Dieu qui s'exprime à une personne au milieu du désert qui, sur 23 ans, compose un texte qui, en plus, est mis en place, là aussi, plusieurs siècles plus tard, de mémoire, par des gens qui, assoiffés de conquête et de pouvoir, ont utilisé cette légende, on va dire, pour... non, mais en revanche, je pense que les animistes africains ou les shinto japonais ou d'une certaine manière les hindouistes ou les païens européens touchent tous, et y compris les religions monothéistes, par moments touchent cette autre chose et l'interprètent, à mon avis, de manière qui les arrange, ou qui les arrangeait à un moment dans l'histoire. Mais il y a une autre chose. Et cette autre chose, c'est à la science de le déterminer, à mon avis, ce n'est pas au mysticisme. Et la science, à mon sens, ne devrait pas exclure le non tangible, ou même le... Il y a d'autres... La physique quantique nous apprend qu'il y a d'autres dimensions. Est-ce qu'il y a des êtres qui vivent dans ces autres dimensions? Sous quelle forme? Quelle influence et quelle interaction ces êtres ont-ils avec nous? Peut-être c'est ce que l'on interprète comme étant des signes ou des perceptions divines, alors que ce ne sont que simplement d'autres êtres, de la même manière que, et je crois que il faut relire le livre, la série du livre Les fourmis. Je crois que l'auteur, Werber, avait touché quelque chose de fondamental en imaginant ce qu'une fourmi peut percevoir d'un humain comme étant une créature presque divine ou complètement d'une d'une taille démesurée, d'une incompréhension totale, alors que nous ne sommes pas évidemment des créatures divines, nous sommes simplement par rapport à la fourmi d'une autre dimension, dans un sens physique. Donc, je n'ai pas peur de mourir, pas plus qu'un autre. J'ai fait une vidéo, elle est sur mon YouTube, qui explique mon point de vue par rapport à la mort. Je vous encourage à la voir. C'est une vidéo que je trouvais, enfin, qui venait vraiment du profond de moi. Donc, je vous encourage à aller la voir. Mais mon approche de prévoir l'avenir n'est pas du tout une peur de mourir. Et certainement, je pense que les chrétiens feraient bien de relire leur texte et de voir qu'il n'y a pas de fatalité et qu'il n'est écrit nulle part que Dieu va aider ceux qui foutent rien. Même si on prend l'imaginaire chrétien, y compris protestant et donc évangéliste, etc., il faut se bouger le cul parce que Dieu, il va pas vous récompenser juste parce que vous priez. Il veut que vous sauviez votre vie, vos enfants, votre famille, etc. Et que ce n'est pas du tout... D'ailleurs, il ne veut même pas que vous tendiez l'autre joue. Tout ça, c'est très mal compris. Alors, je pense que, d'ailleurs, la religion disparaîtrait. D'ailleurs, c'est le cas le jour où elle devient trop tarlouse, quoi. Au bout d'un moment, moi, j'aimerais bien voir un pape en armure. Enfin, je parle de ça parce que je suis né catholique, quelque part. J'ai été baptisé catholique, donc pour moi, ça ne veut plus rien dire, le catholicisme, tant que je ne vois pas un pape en armure à plaques avec une épée brandissant son fusil d'assaut en l'air en disant nous allons conquérir ceci, cela. Ça ne veut pas dire que je le suivrai, mais au moins qu'il y ait un truc solide, quoi, matériel. Il n'y a pas que le spirituel, je veux dire, à l'eau la terre sinon. Bref, non, mais c'est une question intéressante, donc merci de me l'avoir posée. Alors,
Autre question, on va faire une série de questions un peu métaphysiques. Selon la théorie scientifique du dédoublement du temps, les pensées de vos lecteurs, qui sont beaucoup sur un possible effondrement économique, fabriquent un avenir horrible. Ce pessimisme les rend aveugles aux occasions favorables, peut-être. Est-ce que ce pessimisme les rend aveugles aux occasions favorables, peut-être? Donc, c'est peut-être moi qui ai recopié cette truc-là. Est-ce qu'on vous paye pour ça? Alors, non, on ne me paye pas pour ça, j'aimerais bien d'ailleurs, parce que je me retrouve chaque fois en fin d'année avec besoin de thunes. Non, mais plus intéressant, il y a un élément important dans cette question, c'est est-ce que le fait d'être pessimiste vous empêche de voir les opportunités? La réponse est oui. Et d'ailleurs, c'est pour ça que toute l'approche que j'ai, et bien d'autres, je pense à Vic Survivaliste au Canada, au Québec, nous n'avons pas du tout une approche pessimiste. Alors évidemment, on ne se réjouit pas de la mort de milliards de personnes dans un chaos économique et social et dans les guerres qui vont arriver, et on n'est pas sûr que ça arrive d'ailleurs. Mais non, l'approche n'est pas du tout pessimiste. L'approche, c'est se dire, bon, ce monde dans lequel on va est voué à sa perte, le bateau coule, nous on apprend à nager, et on apprend à construire un radeau, et on apprend à construire une barque, et peut-être que si on arrive sur une île déserte, on va reconstruire une civilisation. Et c'est super intéressant. C'est pas du tout pessimiste. Pessimiste, ce serait se dire, non, en fait, on est des optimistes. On se dit, chouette, après c'est l'effondrement, on va pouvoir faire des trucs. Donc, non, non, non. Alors, j'espère que les gens ne sont pas pessimistes. Si on me payait pour faire ça, je pense qu'ils seraient très déçus, parce qu'au fond, je n'ai vendu que, je sais pas, 60, 65 000 livres en français de Survivre à l'effondrement économique. On est peut-être à 20 ou 30 000 de Rue Barbare. C'est rien. Si on me payait pour ça, on me passerait sur TF1, on vendrait le pessimisme, soi-disant, dans les grandes chaînes de télé, et j'aurais vendu des millions de livres. Et peut-être que mes livres seraient encensés dans l'école, par le gouvernement, etc. C'est pas près d'arriver. Donc, à mon avis, non, non, non. Mais cela dit, non, il ne faut pas être pessimiste. Donc, non, non, non. Et si on peut me payer, d'ailleurs, si le FSB nous écoute, ou la CIA, etc., si vous pouvez virer un peu d'argent, ce serait bien, parce que fin du mois, il faut payer les assurances et toutes ces conneries pour l'année prochaine. Malheureusement, j'ai encore un pied dans le système, donc ça coûte. Et donc, si vous pouvez ramener du fric, ça m'intéresse. Mais en même temps, je peux rien faire pour vous, donc ça m'étonnerait. Voilà. Alors, une autre question. Vaut-il vraiment la peine, toujours dans la métaphysique hein, pour l'instant, vaut-il vraiment la peine de continuer à vivre si c'est pour survivre, vivoter et être cloisonné si un péril planétaire survient? PS, je n'ai pas d'enfant, je suis agnostique et ne considère pas ma vie comme un aboutissement mais comme un voyage qui se veut plaisant. Les déités et autres manigances névrotiques peuvent aller se faire foutre. Bref, pourquoi vivre en étant foncièrement malheureux? Bonne question. Euh, Pourquoi vivre en étant malheureux? Ça ne tient qu'à vous que d'être heureux. D'ailleurs, le bonheur n'est qu'une conséquence d'éléments chimiques dans votre cerveau. C'est ça qui est assez rigolo en plus, c'est que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. À la fin, le bonheur, ça se passe quelque part là-dedans, entre les différentes sécrétions d'adrénaline et différentes autres hormones dont la liste m'échappe à l'instant. Et donc, oui, il n'y a pas besoin d'être malheureux. D'ailleurs, c'est lié à la question précédente, je les ai mises dans cet ordre exprès. C'est parce que la vie est pleine de risques, et les risques, c'est à l'être humain responsable de savoir les gérer, de savoir en gérer le stress qui en découle, de ne pas les considérer comme étant forcément des risques impossibles à résoudre ou écrasants de terreur. Alors évidemment, si on nous annonçait que dans 3 ans, la planète Terre entre en collision avec un autre astre qui ferait que la planète se désagrège, que toute vie serait pulvérisée en un instant, ouais, là évidemment, il y aurait de quoi être pessimiste et malheureux, et bon, on aurait 3 ans pour faire ce qu'on doit faire en 3 ans. Je ne sais pas qui serait la stratégie, soit une monstre orgie planétaire constante, soit prier, soit régler nos comptes avec les gens qu'on n'aime pas une bonne fois pour toutes. Mais après tout, ça n'a plus aucune importance. Là, non, moi je ne pense pas que nous allons vers la fin du monde, je ne pense pas que nous allons vers la fin même de l'espèce humaine, largement pas. Je pense qu'au contraire, nous serons des milliers, des millions à nous en sortir à travers l'Europe et le monde. Et donc, on sera nombreux, des millions de gens. Rappelez-vous qu'il y a à peu près 60 000 ans, on estime que la population des êtres humains sur Terre était à moins de 100 000 personnes.
parce qu'il y a eu une catastrophe globale géologique. Donc, l'éruption du mont Toba. Donc, on est capable de rebondir à partir d'un très faible nombre de personnes, y compris avec des catastrophes nucléaires, etc. Elles sont pas du tout, les catastrophes nucléaires ne sont pas du tout, même si toutes les centrales nucléaires et toutes les armes nucléaires du monde étaient détonnées simultanément à travers le monde, ce serait largement pas de quoi détruire toute vie sur Terre, et encore moins toute vie sur Terre, et puis certainement même pas toute vie humaine. Largement pas. J'en parlerai dans un prochain livre, mais certainement c'est pas du tout suffisant. Donc rassurez-vous, c'est pas la fin, mais simplement c'est une fin d'un mode de vie, c'est une fin d'une civilisation vers autre chose, et cette autre chose, c'est à nous de le construire, et c'est en ça que c'est intéressant, et c'est en ça que c'est à nous de faire le boulot. Voilà, la suite, tout de suite. Question suivante. Croyez-vous encore à l'intégrité des élections, démocratie, politique, pouvoir, etc. Et que penses-tu du droit de vote et le fait de voter? Dans la même série, euh, que pensez-vous de l'UPR pour qu'elle arrive au pouvoir en France en 2017 et fasse sortir la France de l'UE? Alors, je vais expliquer pourquoi je rigole. Bon, pour l'UPR, c'est simple. Euh, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt à M. Asselineau, qui est le fondateur donc, de ce parti UPR, et dans l'ensemble, c'est quelqu'un qui dit des choses très intéressantes. Et je pense que c'est quelqu'un qui aurait et qui pourrait avoir de l'influence dans les idées, comme je le fais, moi encore plus modestement, bien sûr, comme d'autres. Je veux dire, nous avons des Onfray, des Alain Soral, des plein de gens qui influencent et qui font les choses. Je pense que c'est une erreur de créer un parti aujourd'hui en ayant l'illusion de pouvoir entrer dans le système et de le changer. Le système va vous broyer, et que vous ayez le temps de prendre le pouvoir. Et c'est chou, c'est à la limite c'est mignon, mais c'est impossible. Alors, quant aux élections, et donc oui, l'UPR, a priori, bah, bonne chance, et je trouve que c'est très bien, c'est clairement euh, une organisation avec qui j'aurais plaisir à discuter, comme j'ai au plaisir à discuter avec tout le monde, mais je ne pense pas que la politique soit la solution aujourd'hui par les manières classiques. Alors je vais vous expliquer pourquoi, et c'est lié, c'est pour ça que ces deux questions sont liées. Euh, Moi je pense que la démocratie entre citoyens responsables, c'est un très très bon système. C'est le meilleur système où vous avez des citoyens qui défendent le pays, qui donc sont définis par le fait d'avoir une partie prise charnelle dans la défense du bien commun, euh, mais qui sont définis de manière stricte et non pas inclusive. C'est-à-dire que pour moi, c'est une absurdité. À la limite, même que quelqu'un comme moi ait pu être naturalisé en Suisse. Alors vous imaginez même pas quelqu'un qui vient d'au-delà des océans et qui a des cultures encore plus lointaines. Euh, je suis comme ça. Je pense que nous sommes attachés à une terre et que il faut être restrictif dans la définition du citoyen. En revanche, une fois que vous avez des citoyens qui sont responsables, qui sont libres, c'est à eux, par le vote, par la démocratie directe, de décider chaque loi, d'éventuellement les annuler et de définir le mode dont on est capable de vivre. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je vous expliquais de manière humoristique euh, comment on peut changer un pays comme la France, qui est à mon avis inchangeable et qui va devoir passer par l'étape guerre civile et nettoyage ethnique et destruction quasi totale pour renaître, j'ai redéfini le citoyen, et ensuite j'ai remis une approche de démocratie directe, mais avec des citoyens définis de manière restrictive et non pas inclusive. Donc, une fois que vous avez ce principe-là, parce que moi je ne crois pas qu'un homme, un vote, les hommes ne sont pas égaux, et à moins qu'ils prouvent qu'ils valent autant que les autres, et ils ne peuvent le faire que par l'impôt du sang, c'est-à-dire que de se mettre face aux balles, face aux baïonnettes ennemies, et de prouver ainsi qu'ils valent autant que les autres. Sinon, c'est que du blabla, ça ne veut rien dire. Vous croyez que Sarkozy ou que Hollande sont prêts à se prendre une balle pour vous? Je pense que poser la question, c'est y répondre.
Et je pourrais prendre comme exemple quasiment n'importe quel citoyen de n'importe quel pays. Et c'est vrai que la Suisse et d'une certaine manière même Israël euh, sont des contre-exemples à ce que je viens de dire, puisque en Suisse, les politiciens font partie de l'armée de milice. En Israël, souvent c'est le cas, et donc sont partie prenante dans la défense du pays. Alors dans le cas d'Israël, c'est un pays qui est, disons, en guerre permanente, donc c'est un peu différent. La Suisse, c'est l'inverse. Nous sommes dans une paix permanente, et simplement c'est une paix par une milice armée de milices armées, où les citoyens soldats défendent le bien commun. Et même en Suisse, je pense que nous aurions dû et nous devrions restreindre beaucoup plus la définition de citoyen, tout en gardant cette démocratie populaire et donc référendaire et directe. Et donc avec un État très faible. Donc est-ce que je crois qu'il faut faire de la politique? Dans l'état des choses, dans la plupart des pays du monde, je pense que nous sommes face à un effondrement qui va être tellement rapide et qui est vraiment pour bientôt. Et je suis toujours, je suis impressionné par à quel point j'ai vu juste quand en 2011, je disais c'est d'ici 10 ans, c'est-à-dire entre 2011 et 2022 en gros, euh, je m'étais dit ça en disant ouais bon, en gros ce sera bientôt. Mais je pensais pas être aussi juste parce que là on est en 2015, ça fait 5 ans, 4 ans que le livre est sorti, donc fin 2011, fin 2015. Euh, et je pense que les 6 prochaines années, c'est plié. On va y avoir droit, ça va être avec une grande violence. Alors ça va commencer par certains endroits, ça a déjà commencé dans certains endroits. J'ai ici mon petit assistant qui est venu jouer dans mon bureau. Et donc, ça va être plié hein, dans les 5 ou 6 prochaines années. Donc il vous reste très peu de temps pour vous préparer. Mais mieux vaut un petit peu de préparation que rien. Donc voilà, ça va être violent. Est-ce que la politique peut changer les choses? Changer, c'est trop tard. Le bateau a déjà heurté l'iceberg et commence déjà à couler. Changer de capitaine, ouais, on peut avoir un capitaine qui organise mieux l'évacuation du bateau et qui fait qu'au lieu d'avoir 100% de pertes, on en aura 80, ou 90, ou 70. Mais la plupart des gens vont y passer. C'est juste comme ça. Relisez Survivre à l'effondrement économique. Pour ceux qui ne regardent que mes vidéos, vous ne pouvez pas comprendre. D'ailleurs, si vous n'avez pas lu mes livres et que vous ne faites que regarder mes vidéos, vous ne pouvez pas comprendre ce que je dis. Vous ne pouvez pas comprendre. À la limite, vous allez penser que je fais de l'humour ou que je suis un peu frappadingue. Mais lisez le livre, voyez les données qu'il y a derrière, et pas que mon livre, il y en a plein d'autres qui expliquent pourquoi c'est trop tard. Nous avons touché l'iceberg, nous sommes surendettés, nous avons massacré l'environnement qui nous fait vivre, nous sommes à bout de ressources, nous sommes face à des hordes, des vagues de hordes migratoires qui ne peuvent plus s'arrêter, sauf avec des mesures qui sont indicibles et que pour l'instant, mais qui viendront, pour l'instant ne vont jamais être prises, elles ne sont même pas concevables dans l'arène de la politique aujourd'hui. Je veux dire, en fait, il faut qu'on apprenne à être bien pire que ce qu'ont pu être les pires régimes politiques, et pire dans un sens, je dis pire, mais en fait, je dis ça d'un point de vue technique. Ce n'est pas une appréciation de valeur. Mais nous devrions être immensément pire que tout ce qu'ont été les pires modèles du passé. Mais évidemment, puisque ça fait 70 ans qu'on nous a dit que la dernière fois qu'on a été un chouïa méchant, c'était gros caca, et que c'était le mal absolu, évidemment qu'on n'est pas capable d'imaginer. Je veux dire, on devrait être, je veux dire, ce qu'on devrait faire passer la politique de gestion des territoires de Gengis Khan comme étant un après-midi de pique-nique. Mais on nous a expliqué que non, c'est pas possible. Alors, bon, on va pas y arriver avec le paradigme qu'on a aujourd'hui. Après, on peut aussi imaginer que non, on peut faire de la politique dans l'espoir de changer, parce que si ça se trouve, même malgré mes chiffres que j'ai mis dans mes livres et donc la conclusion logique qu'on peut découler, qui en découle, on peut aussi imaginer qu'on se trompe complètement. Et que peut-être qu'il y a des paradigmes technologiques où il y a des éléments auxquels personne n'a pensé qui vont nous sauver. Alors, généralement, on appelle ça un miracle. Mais comme je n'y crois pas, voilà. Mais c'est pas parce que moi je n'y crois pas que vous ne pouvez pas y croire et que vous ne pouvez pas faire de la politique. D'ailleurs, récemment, dans mon pays, j'ai soutenu, à ma mesure, très modestement, les élections de l'UDC, du parti UDC aux chambres fédérales, donc en octobre 2015, d'une manière assez petite,
puisque j'ai été très gentiment invité, donner une conférence, par exemple par la Ligue du Sud, ou une conférence à, à Marseille, invité par le Front National, j'ai montré que clairement ce sont des mouvances qui ont ma sympathie. Je ne suis pas français, donc je ne vais pas vous dire, encore une fois, vous avez eu ma solution radicale. Bon, bah, ces partis-là, malgré qu'ils me soient sympathiques, ils ne sont pas dans la ligne de la radicalité. Et c'est normal, vous imaginez faire campagne sur la plateforme que je vous ai expliquée. Je veux dire, c'est éliminer une grande partie de la population, pas une grande partie, mais éliminer la nationalité à une grande partie de la population, et puis tous les gens qui ont eu un petit peu de pouvoir dans les 40 dernières années vont passer un mauvais moment, et même si elles savent nager. Donc, c'est non, vous voyez bien que moi je suis à part, et clairement, je me positionne, si on peut dire, en dehors du débat politique usuel. Mais encore une fois, ça c'est moi, et vous c'est vous, et si vous me connaissez, si vous avez lu mes livres, si vous-même vous avez vu que mes conférences et mes vidéos, vous savez que je répète sans arrêt que vous devez réfléchir par vous-même, et donc faire vos expériences, tirer vos conclusions, et agir en votre âme et conscience vous-même, c'est votre responsabilité. Et c'est pour ça que pour moi il faut éliminer l'État, parce que l'État est une machine qui considère les êtres humains comme du bétail, à traire et à utiliser pour son besoin, qui est un besoin illimité de pouvoir, et qui est donc, vous voyez toujours des États devenir de plus en plus lourds, de plus en plus grands, de plus en plus endettés, et parce que l'être humain est tellement imparfait dans les organisations complexes, de plus en plus bureaucratique et de moins en moins efficace. Donc il faut l'éliminer radicalement, et pas en moins 3% de fonctionnaires, c'est moins 100%, direct. Ça fait un gros choc pour une fois, pendant 3 jours les gens ils se font un peu déboussoler, mais après ils sont obligés de vivre, donc ils sont obligés de trouver un moyen pour vivre, et ils ont le choix, soit ils se recyclent, soit ils meurent, c'est de la sélection naturelle. Et la plupart ont des super compétences. Pensez à l'éducation publique. Il y a énormément de professeurs très très bien. Vous éliminez l'éducation nationale, la structure et les immeubles restent. Toute l'administration, la bureaucratie, les syndicats, tout ça, bah, ils n'ont plus de raison d'être. Comme vous pouvez ensuite privatiser ces structures, donc vous avez les gens du quartier qui se mettent d'accord en disant, ben voilà, dans le quartier un tel, ben forcément, on a envie d'enseigner à nos enfants, on va pas tous leur enseigner les choses à l'école, mais voilà ce qu'on va leur enseigner. On définit un programme en tant que citoyen entre nous, on définit que ce qui est important, c'est d'apprendre à lire, écrire, compter, on va se mettre d'accord sur un programme d'histoire, et beaucoup de sport, et manger correctement. Et on a l'infrastructure, on a l'immeuble, on a l'école, et on a des professeurs maintenant de l'éducation nationale au chômage. Ben, on va créer une association de parents qui décident que le coût d'éduquer leurs enfants, c'est X. Rappelez-vous, il n'y a plus d'impôts. Rappelez-vous, il n'y a plus de charges sociales, il n'y a plus rien. Donc c'est eux qui décident et qui disent, bah voilà, nous décidons tous de mettre, je sais pas, 50 euros par mois, multiplié par X familles, qui vont donc pouvoir nous permettre de payer sur, je sais pas, sur 50 ans la valeur de l'immeuble, plus payer les salaires raisonnables, qui seront bien plus élevés d'ailleurs, parce qu'il y aura moins besoin de monde, des bons professeurs qui seront payés au mérite, qui vont donc enseigner ces matières telles qu'elles sont définies pour les enfants. Et les parents, je crois qu'ils savent mieux que l'État ce qui est bon pour leurs enfants. Donc ça, c'est un exemple de comment on peut rendre plus simple, plus efficace, plus proche de la réalité. Et ça, c'est valable pour la Suisse, parce que l'éducation publique ne fonctionne pas comme ça en Suisse. C'est encore le vieux modèle de l'État qui veut tout réunir, qui veut apprendre des conneries aux enfants sur le vivre ensemble, toutes ces merdes, alors que ça, c'est un truc de la intime, quelque chose de l'ordre de la famille, de l'ordre de la croyance, et pas des trucs factuels que sont lire, écrire, compter, et apprendre des matières qui sont importantes pour ensuite accéder aux métiers qui sont demandés par le marché. C'est pourquoi il y a c'est pourquoi ça marche pas, c'est parce qu'on forme des enfants à être des mauvais. Et en plus, il y a toute cette politique qui fait que si vous êtes de quartier défavorisé, on va vous rajouter des points pour que vous puissiez avoir le même niveau au niveau des points que les autres. Oui, mais le niveau réel, il n'est pas le même, donc forcément, vous serez au chômage. Donc ça, c'est le problème de cet égalitarisme qui méprise en fait les gens qu'il dit aider alors qu'il les aide pas du tout.
Bref, je m'éloigne du sujet, mais voilà, soyons libres, soyons responsables de nous-mêmes, décidons pour nous, pour nos enfants, et mettons-nous en commun dans un quartier pour gérer une école, au lieu d'attendre que ce soit l'État qui se gave avec nos impôts, et qui en plus s'endette et qui endette donc nos enfants pendant des générations et des générations. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure, il va de soi que toute dette donc du pays que j'aurais à gérer pendant un an euh, envers les banques serait évidemment caduque par définition. Et tant pis, quoi. En revanche, les dettes envers les individus, bah, pourquoi pas? On peut les rembourser. Mais voilà, soyons libres, soyons maîtres de notre destin. Ne mettons pas l'avenir de nos enfants dans les mains d'une bureaucratie, d'une organisation qui, par définition, sera toujours moins efficace que nous-mêmes. Et vous allez me dire, et oui, mais s'il y a des parents qui sont mauvais, qui ne savent pas ce qui est bon pour leurs enfants, parce qu'ils sont, je ne sais pas, alcooliques ou religieux, ou je ne sais pas, j'invente, mais qui ne savent pas ce qui est bon pour leurs enfants, eh ben, le marché va les punir et ils vont s'auto-éliminer du système et leurs enfants seront mauvais. Et ce sera la punition et ce sera un exemple pour les autres de dire oula, il ne faut pas qu'on fasse comme ça. Donc pour chaque mauvaise famille qui fait le mauvais choix, eh bien, c'est un service rendu aux autres pour dire ah ouais, c'est pas comme ça qu'on doit faire, c'est différemment et au contraire, ceux qui réussissent bien vont servir d'exemple aux autres. Et c'est comme ça, c'est trial and error, essai, erreur et réussite. Et on choisit rapidement ce qui fonctionne le mieux, c'est d'une simplicité extrême. Moi, bon, alors peut-être c'est parce que le monde est fait de gens qui sont de quotient intellectuel très bas, quoi, mais moi, ça me paraît d'une simplicité bestiale, quoi, de gérer un pays. Enfin, je veux dire, alors on dit oui, mais c'est un grand pays. Mais rien à foutre, c'est un grand pays. Les gens, ils vivent pas dans un grand pays, les gens, ils vivent dans un quartier, ils vivent dans un village, ils vivent dans une. Enfin, vous vivez pas dans Paris, vous vivez dans un quartier, et vous ensuite vous déplacez pour aller travailler dans une cage, dans un bureau. C'est pas, vous n'êtes pas dans un pays grand. Enfin, votre vie, elle est dans un endroit petit, local, forcément. Enfin, et même si vous êtes Attali, c'est pareil, hein, je veux dire, Attali, il va se faire sucer par sa gonzesse ou ses gonzesses dans une chambre. Hein, il le fait pas au Parc des Princes devant 60 000 personnes. Donc, vous voyez, même le nomade cosmopolite, machin, il vit localement à la fin. Alors, il vit localement dans plein d'endroits, si ça se trouve, mais c'est tout. Bon, qu'est-ce que je peux encore vous dire sur la politique? Non, donc vraiment, choisissez par vous-même. Allez, bonhomme, Yapa. Allez, choisissez pour vous-même parce que nos gamins, eux, ils vont souffrir de ces décisions de bureaucratie, de couilles. Lui, le gamin, même en Suisse, il est endetté. Voilà, toi, t'es endetté. Rien qu'à Genève, t'en as pour 70 000, 70 000 euros de dette sur ta tronche. Et je sais que tu vas jamais les payer parce que t'as trop envie de te marrer au lieu de jouer. Donc voilà, tu dis au revoir aux gens. Non, t'as raison, on s'en fout des gens. Il faut survivre pour nous, pour notre futur, nos peuples. Et voilà. Vous auriez noté, alors petite chose, vous aurez noté aussi dans mon plan pour la France tout à l'heure, qu'il n'y a aucune ségrégation raciale, sexuelle et autres. Hein. C'est assez juste comme approche. Hein. Donc ça permet aussi à des gens qui sont très bien intégrés de bien s'en sortir. Donc bref, donc c'est encore très ouvert, parce que je pourrais imaginer des trucs beaucoup, beaucoup plus sévères. Voilà. Bon, moi et mon numéro 4, on vous laisse. Donc ça, c'était la première partie de ces vidéos. Bah, il y a encore pas mal de questions, hein, beaucoup de questions. Donc, je ne sais pas s'il y a encore 4 ou 5 parties, mais on va en faire plusieurs. Ok? Ouais. Quelqu'un bavait dessus. Allez, à plus.